Ça y est, c'est parti. Écoutez, on est très très heureux de vous accueillir pour le premier webinaire de cette année 2021. Une année qui, je l'espère, sera évidemment beaucoup mieux pour tout le monde. Je pense particulièrement aux entreprises de formation, qui soient dans les différentes activités, apprentissage, bilan de compétences, VAE et formation professionnelle, en espérant que cette année 2021 soit un peu un meilleur cru, je dirais, que cette année 2020. L'ISQ en fait est particulièrement heureux en fait de vous souhaiter ses meilleurs vœux, et nous sommes en fait aussi particulièrement heureux de vous annoncer que nous sommes environ 200 personnes qui assistent à ce webinaire, qui se sont inscrits, et donc un webinaire qui est fait en direct de la ville d'Orléans, et nous sommes en fait aujourd'hui présents au sein d'un CFA. Le CFA d'Orléans Métropole, en présence donc de Frédéric Bridet, qui est en fait son directeur, que j'accueille avec bienvenue sur le webinaire, et qui nous accueille en fait, et que je remercie en fait vraiment de cette participation active. Et je crois que vous avez eu une bonne nouvelle en fin d'année 2020 pour vous. Oui, la certification. Alors, ravi de t'accueillir, Christophe, et de vous accueillir également sur ce webinaire. Très bien, très bien. Alors, on va faire un webinaire sur environ une heure. L'idée, en fait, étant de vous donner un retour d'expérience de ce CFA, qui est un CFA, ce qu'on appelle historique, qui a été toujours avec une activité d'apprentissage, et puis qui est venu aussi avec des activités de formation professionnelle, d'après ce que j'avais compris, oui, une petite activité de formation professionnelle. Et puis, vous avez en fait assez rapidement, vous êtes posé la question sur la démarche Calliope, même si vous aviez un peu plus de temps que, a priori, au départ, les autres entreprises de formation. Et donc, en fait, vous avez en fait enclenché cette démarche-là. On va pouvoir y revenir tout à l'heure. Alors, ce que je te propose, Frédéric, c'est en fait de pouvoir présenter le CFA d'Orléans Métropole. Préalablement, on va simplement partager en fait la table des matières, vous dire un peu comment on va organiser notre webinaire. Alors, il y a une présentation évidemment de la démarche Calliope juste avant. La présentation du CFA Orléans Métropole, on va vous donner quelques chiffres par rapport à ce CFA. Et puis, on va commenter, vous allez nous commenter les différentes étapes en fait, de votre démarche Calliope, avec des témoignages de gens qui sont présents dans cette salle. Nous sommes, je crois, ici au centre de documentation, c'est ça Oui, au centre de documentation recherche de l'établissement, un endroit quand même bien sympathique, tranquille, agréable. C'est vrai, moi je suis là depuis pratiquement hier matin, donc je trouve que vous avez un accueil particulièrement sympa, et c'est ce que je retrouve souvent en fait dans toutes nos activités de formation. C'est toujours, on est très attentif en fait au côté humain, et c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Ensuite, après les différentes étapes, en fait, on parlera un peu plus peut-être de l'audit blanc, et puis l'audit initial, comment ça s'est passé, de manière à ce que vous puissiez avoir le retour. Et évidemment, en fait, derrière, nous aurons la possibilité de répondre à quelques questions, peut-être pas toutes les questions, ça dépendra combien il y en aura. N'hésitez pas à le faire, vous avez la possibilité de poser les questions. D'ailleurs, une des premières des questions que je vois, c'est est-ce que nous aurons la possibilité de recevoir le replay? Donc oui, vous aurez le replay. Vous aurez le replay directement. Donc, c'est quelque chose qui sera envoyé en fait dans les 2-3 jours. Il faut simplement qu'on fasse le montage vidéo de manière à ce que les choses soient bien calées. Et puis le support, mais le support, en fait, aujourd'hui, c'est un support qui n'est pas obligatoirement très fourni. C'est surtout le témoignage qui est important et le retour d'expérience. Sachant qu'on a jusqu'à maintenant fait déjà pratiquement une dizaine de webinaires depuis pratiquement un an. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, aller sur la chaîne YouTube de l'ISQ et en fait regarder justement les replays des webinaires. Ils sont tous un peu différents, avec des témoignages d'entreprises, de formation, avec des gens qui aussi, on a fait parler aussi des auditeurs, on a fait parler un certain nombre de personnes autour de ça. Il y a une richesse qui peut être utile et intéressante pour vous. Voilà, donc
la présentation de l'ISQ, alors très rapidement, hein, on est une entreprise une association qui a été créée en 1979. Tout au début, en fait, c'est le ministère de l'Industrie puis le ministère du Travail qui ont acté avec les professions, en fait, à la fois du conseil et de la formation, un certain nombre, une démarche en fait pour chacun des domaines d'activité, une démarche qualité qui ont d'ailleurs bien vécu et qui continuent à vivre bien, puisque la première démarche au niveau du conseil, c'est l'OPQCM. D'ailleurs, je vous annonce qu'on va faire un webinaire bientôt sur cette démarche qualité auprès des entreprises de conseil. Et puis l'autre démarche un peu plus importante, qualification qualité, qui est en fait l'OPQF, une qualification qui a vécu depuis de nombreuses années et qui est en fait très très connue auprès des entreprises de formation françaises. Et puis depuis quelque temps, nous sommes accrédités par le COFIA à certifier les entreprises de formation sur Calliope. Quelques chiffres encore. Alors, il y a un peu plus d'une vingtaine de personnes, puisque l'ISQ est en plein développement, qui travaillent en fait en permanent à l'ISQ. Et puis, en fait, on a environ 2500 clients qui sont en fait clients. Et aujourd'hui, là, on n'a pas mis les chiffres Calliope, mais en fait, on est en très, très forte progression et on a tous les mois un nombre de certifiés de plus en plus important. Et on espère que vous serez en fait parmi ces prochains certifiés. Concernant en fait l'ISQ, ben voilà, on a déjà passé les choses. Alors ben, je te laisse présenter ton CFA, Frédéric. Oui, pas de problème, avec plaisir. On est un CFA qui est au cœur d'un campus de quatre établissements. C'est plus de 2000 apprentis, avec un partenariat avec nos voisins, nos amis. Aftech Formation, Pharmacie, BTP. C'est des partenariats, c'est des partages d'expériences et c'est aussi des mutualisations de moyens, voire de personnel. Donc, assez riche. Quelques chiffres peut-être? Oui, comme tu le disais, on a un CFA historique, on a 48 ans d'expérience. 48 ans. 48 ans, ça commence à... C'est presque mon âge. Oui, tu vois, c'est un peu moins que le mien. C'est un CFA interpro avec des formations du CAP au bachelor, mais on a plutôt une bonne presse, des résultats qui sont assez encourageants hein, avec une équipe stable qui nous assure justement ces taux de réussite qui sont importants et surtout des taux d'insertion. On a 9 jeunes sur 10 qui ont de l'emploi, qui poursuivent leur formation après. Donc, ça va pas trop mal pour nous. Donc 88% de taux de réussite, là, je vois effectivement. Oui, c'est ça. Donc, en moyenne, hein, donc toute formation confondue. Donc voilà, ça va. Ça répond à un critère d'ailleurs, ça, de pouvoir dire. Absolument. Et il faut d'ailleurs le présenter d'une certaine manière pour que ça passe, puisque la première fois quand on l'a présenté, ça passait pas. Ça passait pas. Voilà, on va pouvoir en parler tout à l'heure. On vous le dira. Ok. Voilà. Et puis, donc sur nos formations, peut-être sur la suite. Oui, on est aussi bien équipé. Alors, on dépend de la métropole d'Orléans, c'est assez rare. On est 19 CFA, je crois, en France, à dépendre d'une collectivité territoriale. Des élus très engagés, très, très impliqués sur cet établissement qui considèrent qu'on est vraiment un outil pour accompagner l'évolution des entreprises et des métiers dans les entreprises, et puis qui répond au bassin d'emploi aussi. Donc, ils n'hésitent pas à nous accompagner dans nos projets de transformation de travaux. Donc, on est plutôt pas mal équipés. Voilà. Très bien. Alors, toute petite commentaire, je viens de lancer à l'instant en fait un sondage. C'est pour mieux vous connaître, vous qui êtes derrière la caméra. N'hésitez pas à répondre, de toute façon c'est anonyme. Ça permettra en fait de mieux comprendre en fait qui est en face et quelles sont vos motivations. Donc là, je vois qu'il y a plein de gens qui répondent. Donc on va continuer cette réponse au sondage et puis on va effectivement continuer la présentation d'Orléans Métropole. Excuse-moi de t'avoir coupé, Frédéric, mais c'est important de pouvoir effectivement démarrer ça. Parfait, j'ai repris ma respiration. C'est vrai, hein, il faut respirer avec les masques, c'est pas simple. Hein.
Une offre de formation, on a 5 grandes thématiques, grande famille on est interpro, hein, donc ça veut dire que 10 OPCO sur 11 avec qui on communique aujourd'hui, hein, donc ce qui est pas si simple que ça. Une offre donc dans les services avec des métiers de l'accueil, des BTS en profession immobilière, du tourisme aussi. On n'est pas trop secoué par le Covid sur nos métiers, sauf fortement sur le tourisme, mais c'est vrai que sur les autres formations, santé, accompagnement, on a des structures qui continuent à fonctionner, que ce soit en petite enfance ou assistante vie aux familles. Sur tout ce qui est énergie aussi, les entreprises du bâtiment, les entreprises industrielles ont repris aussi. Vous voyez nos formations. Hein, Tout à fait. Et puis, le gros de nos troupes, c'est quand même sur formation tertiaire, commerce, vente, du CAP au bachelor. Voilà, donc ça, c'est une vingtaine de formations. Le spectre comme ça. de vos activités, ouais. Peut-être dire aussi que c'est des formations qui sont beaucoup montées en partenariat, même si on dépend d'une collectivité. En fait, on est très proche des fédérations d'entreprises. Pour donner exemple, assistant de vie aux familles, on l'a monté avec la Fédération des employeurs de services aux personnes. On vient d'ouvrir un BTS en maintenance des systèmes avec l'association régionale des entreprises de l'agroalimentaire. D'accord. À chaque fois, on construit aujourd'hui, en tout cas on le fait comme ça, on construit nos formations avec les fédérations. Très bien, ok. Alors, comme en fait tu es arrivé un petit peu au bout de ta présentation, je voulais partager les résultats des personnes. En fait, vous êtes majoritairement des entreprises de formation qui ont une activité d'apprentissage ou qui vont devenir CFA. Donc, en fait, ce sont en partie, je dirais, des entreprises qui vont vers ce marché de la formation d'apprentissage. Et puis, sinon, il y a 19 CFA historiques aussi qui sont 21%, pardon, qui sont représentés. Et puis d'autres qui n'ont pour l'instant pas d'activité d'apprentissage. Et j'imagine, en fait, que justement, ils s'y intéressent. Peut-être qu'un jour, ils iront vers ça. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu. Puis on va continuer effectivement à partager d'autres sondages. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai une toute petite manipulation à faire. Voilà. Alors maintenant, on a présenté le CFA Orléans Métropole. On va en fait parler de votre démarche Calliope. Alors déjà, pourquoi s'être mis dans cette démarche-là si rapidement? Parce que ça a commencé à quelle période, Frédéric? Nous, on a lancé, c'était notre projet 2020 de se certifier Calliope. En fait, avant, on pensait se qualifier au PQF et on avait fait appel à l'ISQ dans cette démarche. Et puis, on a transformé effectivement les choses. Pourquoi on le fait si tôt? Par défi, par confiance, par envie, par challenge. Ouais. Voilà, moi j'étais persuadé qu'on avait des choses à mettre en place pour répondre. On n'était pas prêt, hein, mais on avait quand même beaucoup d'éléments qui étaient posés qui allaient nous aider à faire rupture aussi avec notre fonctionnement. Il y a une loi, il y a des transformations, c'est bien aussi dans l'intellect des personnels que ça fasse rupture aussi. Et est-ce qu'il y avait en fait aussi une motivation qui était liée à tes clients, en termes d'image, en termes de différenciation? Peut-être, non? Pour nous, mais aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises avec lesquelles on a à peu près 800 entreprises partenaires, elles nous font confiance par l'expérience, donc c'est pas tant c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un complément. Alors, maintenant, c'est plus pour aller chercher les nouvelles entreprises. On développe chaque année des nouvelles formations, donc c'est bien aussi de pouvoir y aller en disant voilà, on est certifié. D'accord, ok, très bien. Ok, donc ça c'est effectivement des éléments importants. Décris-moi un petit peu, je dirais, les différentes phases qui se sont produites au niveau de cette certification. Là, on va repasser en fait le diaporama. Donc, en fait, il y a eu. Vous avez organisé les choses de quelle manière? Vous êtes fait accompagner? Oui. Vous avez. Oui. Comment ça s'est passé? On s'est fait accompagner parce qu'il nous paraissait extrêmement important que les choses puissent être présentées aussi par quelqu'un d'autre que nous.
ça prenne plus de crédibilité vis-à-vis de l'équipe, que sur les points de tension, il puisse y avoir des réponses qui ne viennent pas forcément de nous. La question des cours en ligne, de la propriété intellectuelle, la question de... Oui, c'est un sujet, ça, quand même, hein, dans nos activités-là. C'était un gros sujet, et les deux, Covid et Calliope, nous, ça nous a... a priori régler le problème. Donc, mais parce que ça a été aussi... En fait, vous avez réglé le problème, c'est pas Calliope et le Covid qui vous a réglé, c'est vous qui l'avez traité. Oui, j'imagine. Tu as raison. Mais, donc, on y reviendra tout à l'heure, mais ça, c'est très intéressant en termes je dirais, d'effet indirect, en fait, de cette démarche. C'est qu'on se rend compte qu'au départ, enfin, je ne sais pas si toi, comment tu l'as pris au départ, mais quelquefois, on se dit, c'est un peu une lourdeur, on va être contraint de se mettre dans une démarche qualité qui n'est pas toujours obligatoirement a priori plaisante, mais il y a plein de... Nous, on s'était engagé sur la qualification au PQF. Donc, tu vois, on avait quand même de toute façon l'envie de... C'est une manière de se mesurer, de dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui pose... quels sont nos points faibles, nos points d'amélioration. Donc, mais ça, Frédéric, ça c'est... Toi qui le dis, mais tes équipes, qu'est-ce qu'elles disaient? Je pense qu'ils ont... Je vois un formateur, Mourad, qui va intervenir tout à l'heure, il rigole. Ils étaient tous ravis que je les engage dans cette... Non, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait de l'appréhension par rapport à ça. Ouais. Mais en fait, je crois qu'ils l'ont aussi pris comme du défi et de se dire... oui, pourquoi on n'y arriverait pas? Pourquoi pas nous? Oui, on est capable. Et puis, du coup, ça... Il y a forcément toujours un peu de tension dans ces moments-là, mais finalement, ça c'est pas trop mal passé. Je suis encore là, mais je ne sais pas pour combien de temps. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Alors peut-être la méthode utilisée a bien fonctionné. Un cabinet, donc c'était un bel process qui nous a aidés. C'est un cabinet que j'avais rencontré parce que l'OPCOEP a fait une action de sensibilisation pour les établissements à la réforme avec des modules qu'on avait travaillés. J'avais beaucoup apprécié le professionnalisme, la connaissance du secteur. Si on a travaillé avec USQ, c'est parce que par la connaissance, on a envie d'avoir des interlocuteurs qui savent de quoi on parle et qui peuvent répondre réellement à nos questions. Donc ça, c'était un élément important. Excuse-moi, j'ai simplement de tout couper. J'ai oublié de dire une chose pour l'ISQ. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ADN de l'ISQ, c'est la formation et le conseil, mais vraiment, on est complètement intégré dans cette démarche-là. Et de nombreux dirigeants d'entreprises de formation qui ont dirigé ces entreprises-là font partie aujourd'hui de l'ISQ et sont partie intégrante, que ce soit les auditeurs, que ce soit moi-même. Moi, j'ai pendant 35 années dirigé un organisme de formation, enfin des entreprises de formation. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles en fait on est à l'aise par rapport à ça parce que c'est notre métier. On n'est pas des professionnels à l'origine de la qualité. On est plutôt des professionnels de la formation. Voilà. C'est un point important. Excuse-moi de t'avoir coupé. C'est exactement ce qu'on a recherché avec ABL Process aussi. On voulait avoir en face de nous des personnes qui avaient déjà dirigé des centres de formation, qui avaient la connaissance du secteur. Voilà. Donc la première phase, mais je crois que c'est Christian en parlera tout à l'heure. Mais voilà, en fait, une sensibilisation de notre comité de pilotage sur la démarche. Ils se sont impliqués pour dans un deuxième temps, partager ce qu'était la démarche qualité avec tout le personnel. Et puis après, on a travaillé sur ce qui manquait. D'accord, ok. D'accord. Donc, c'est la première phase. Et puis après, il y a eu... il y a eu le Covid. Il y a eu quoi, le Covid? C'est quoi ça? On avait dit 2020, on a un an pour préparer, c'est super. C'était génial ça, hein? On a eu un petit peu moins, mais on s'est réorganisé différemment. Et vous aviez au départ jusqu'à 2022 pour l'activité apprentissage. Ouais, mais une fois par contre, pas sur l'activité formation. Une fois qu'on est lancé, voilà. D'accord. Il était toujours temps de toute façon de reculer. On s'était fixé des dates avec ISQ, pré-audit, audit. Il était toujours temps de se dire on n'est pas prêt. Finalement, on demande à reporter les choses. Ah ouais. Mais on reparlera tout à l'heure du Covid là, mais ça a été pas un coup d'arrêt, mais un changement brutal. Là. Tu verras avec les collègues comment ils ont vécu ça, comment ça s'est organisé. Ouais, je crois qu'il y a eu
éléments intéressants. Mais de toute façon, je sais bien que tout le monde a été concerné. Personne n'a été épargné par cette crise-là. Et donc, chacun a pu effectivement gérer les choses de manière un peu différente les uns des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi le retour d'expérience et comment ça a permis, en fait, derrière de vous mettre, de continuer à vous être en ligne. Après, en fait, le Covid, il y a eu donc une phase de pré-audit. À quel moment vous avez choisi de faire ce pré-audit? C'était début octobre. Début octobre, je crois. Ouais, d'accord. Et puis l'audit en début décembre. On en avait 2 mois, on s'était donné effectivement 2 mois pour corriger on pensait qu'il n'y aurait pas de problème. On a hésité, hein, c'était quand même 1 000 € de plus à sortir pour le. On se dit, oh non, on va y arriver comme ça. On est des grands, ouais. On est content de l'avoir fait puisqu'on on avait 4 non-conformités majeures. Donc, d'accord. Donc, c'était pas inutile et pas dans les domaines qu'on aurait pu croire au début. Quoi. Voilà. Ok, donc, très bien. Eh bien, parfait, merci beaucoup, Frédéric. Je vais relancer un deuxième sondage. Voilà, écoutez, parfait. Donc, le deuxième sondage, en fait, c'est est-ce que vous avez à démarrer en fait une démarche Calliope au sein de votre organisation? C'est très simple, c'est oui, non, ou d'autres, je ne sais pas. Et donc, ce qui me permet aussi, en fait, d'accueillir maintenant Christian Giry, qui va se présenter. Donc, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il fait au sein. Bienvenue, Christian, sur le plateau. Merci. C'est nouveau, hein, donc voilà. Merci, Christophe, de m'accueillir et merci à vous aussi de nous accueillir chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, tous nos voeux de la part du CFA Orléans Métropole aussi, avec une année qu'on espère meilleure pour tout le monde, bien sûr. Donc, je suis Christian Giry, référent qualité, directeur adjoint formation continue. Et donc, j'ai eu en charge d'être le facilitateur au sein de la maison CFA pour arriver à nos fins. D'accord, très bien. Et donc, tu fais partie, Christian, du bureau du CFA? Voilà, je fais partie du comité directeur. Et c'était toi qui étais en responsabilité de la démarche Calliope, d'où ta présence. D'où ma présence. Juste après Frédéric. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Alors, on va mettre fin dans 5 secondes en fait au sondage. Écoutez, c'est pas surprenant. Il y a 95% des gens qui sont derrière. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs de votre participation, puisque il y a pratiquement, il y a 86% de gens qui répondent au sondage. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Je vous laisse encore 5 secondes. Et puis voilà, 1, 2, 3, voilà. Donc il y a 95% des gens qui sont en démarche Calliope. C'est pas surprenant, hein, mais voilà, c'est un point qui est important. Donc on est vraiment face à des gens qui sont dans un process Calliope au niveau de leur entreprise. Voilà, donc je vais simplement, excuse-moi Christian, donc on va reprendre en fait ta présentation. Oui. Voilà, tac. Maintenant, alors par contre, je n'ai pas supprimé le sondage. Alors, je te laisse continuer à présenter en fait la démarche. Pour vous présenter l'historique de notre parcours, on a initié effectivement la démarche qualité par l'intermédiaire du label Datadoc, que vous connaissez, donc je ne vais pas y revenir dessus. Ça, c'était en 2017, ce qui nous a permis de récolter déjà des éléments. Puis, c'est suivi une démarche au PQF, comme l'a signalé Frédéric Bridet tout à l'heure, où on a pu initier aussi la partie 1 et la partie 2 de cette démarche, donc un recensement déjà d'informations, des débuts de preuves, et en même temps, on a bénéficié du démarrage du label qualité par le conseil régional, où on a là aussi pu extraire quelques outils, et donc l'idée, ça a été d'essayer de converger l'ensemble des informations qu'on avait dès lors qu'en novembre 2019, Calliope est arrivé. Et naturellement, on avait quelques atouts on avait déjà dans notre portefeuille
quelques documents, quelques éléments déjà utiles, mais pas forcément dans l'esprit de Calliope, tel que Calliope qui répondait en fait aux éléments de preuve qui étaient nécessaires. D'ailleurs, dans votre organisation, la digitalisation, en fait, elle était importante ou pas par rapport à ce que vous aviez Il y avait un début de digitalisation, il y a eu une accélération par Calliope et puis ce qui a été cité, le Covid aussi, et puis tous les éléments qui sont venus, les éléments perturbateurs, on va dire, qui sont venus en courant 2020, à accélérer le processus de digitalisation. D'accord. Notamment sur le plan pédagogique, mais ce sera expliqué après par le directeur pédagogique. Alors, comment tu as réussi à mettre en lumière, enfin en avant en fait ce projet, puisque c'était un vrai projet d'entreprise. Tout à fait. Comment vous avez fait précisément? Il y a eu un travail déjà au sein du comité directeur d'un partage d'éléments d'analyse. Oui. C'est suivi ensuite. Alors toujours dans le cadre de l'accompagnement. De l'accompagnement. C'est ça. Et à chaque phase que tu nous décris, il y avait la société qui vous a accompagné. C'est ça. Alors, l'ABL nous a accompagnés sur la mise en place du COPIL, puisque très naturellement, on a eu envie et on avait intérêt à associer l'ensemble du personnel à la démarche Calliope pour qu'il y ait une adhésion au système et puis aux outils, aux pratiques surtout, et extraire et avoir un regard précis sur l'ensemble des pratiques qui étaient un peu différentes en fonction des personnes. Il fallait harmoniser. Donc, et la perception est différente à chaque fois. Voilà. Donc, on a eu tout de suite l'idée d'inviter le COPIL. Alors, le COPIL est composé de responsables de pôle. Les responsables de pôle gèrent des filières et ont des formateurs au sein de leur pôle. Associé à cela, l'équipe commerciale qui effectivement a appuyé toute la démarche, puisqu'il y avait notamment le critère 1 qui est très basé sur la communication, la visibilité. Voilà, donc, équipe commerciale constituée de combien de personnes? Alors, on est 4 à ce jour en équipe commerciale. Donc voilà, et on se partage, oui, bien sûr, que je pilote. Et on se partage donc une vingtaine de formations en développement. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas demandé à Frédéric, mais le chiffre d'affaires grosso modo du CFA ici, c'est… On est à 3,5 millions. 3,5 millions, d'accord. Okay. D'accord, pour avoir une indication. D'accord, ok. Très donc, je tiens à rajouter aussi qu'il y avait aussi un exercice en formation continue. Donc, on a pu aussi extraire de l'expérientiel sur l'activité formation continue, puisque Calliope est quand même, à la base, construit, en tout cas, il nous a semblé, sur des préceptes de formation continue, d'utilisation d'outils de formation continue. On avait aussi cette expérience. D'accord. On a pu compléter. Donc, la formation continue, chez vous, ça faisait combien de temps que vous faisiez de la formation continue? Ça fait une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années? D'accord. Ok. D'accord. Alors, c'est peut-être petit en termes de pourcentage, mais vous aviez quand même cette culture-là. C'est de l'ordre de 80-20 ou 90. D'accord. Effectivement, on a eu cette expérience. Ok, donc le COPIL se constitue. Alors, le COPIL s'est constitué. On les a réunis autour du cabinet de consultants qui nous a épaulés sur une journée de séminaire. Donc, l'idée, ça a été de construire ce COPIL, de travailler en groupe de travail, d'instaurer, d'avoir l'appropriation de Calliope déjà, qu'ils aient la primeur du contenu de Calliope, et qu'ils puissent préparer le séminaire beaucoup plus important qui suivait au mois de mars, c'était un séminaire avec l'ensemble du personnel, donc 60 personnes concernées. D'accord. Le COPIL, lui, il tient à 16 personnes, donc on a aussi… 16 personnes. Ils ont eu à construire des outils permettant de rassembler les preuves administratives et pédagogiques. D'accord. Et ils ont eu le rôle d'animateur, donc on a constitué des binômes. Et donc, on les a affectés par critères, donc tirage au sort et puis il y a eu affinité aussi, bien sûr. Bien sûr, selon les 7 critères. Et ils avaient en charge, lors du séminaire, de piloter leurs critères. Et de rendre compte de ce qu'ils avaient pu collecter. Et d'être rapporteurs de l'ensemble des informations récoltées. Sur des groupes composés de mix, parce qu'on tenait aussi à mixer l'administratif et la pédagogie. Très, très bien. Ça, c'est un vrai… C'est pour ça que c'est intéressant, ce type de démarche, c'est qu'en fait, tu arrives
à mettre en lien en fait des gens qui sont souvent qui ne travaillent pas ensemble. Enfin, des métiers différents. Qui sont à côté, mais qui ne sont pas toujours ensemble. Des métiers différents vers une logique commune. C'était ça l'idée. C'est ça. Voilà. Donner du sens et aller vers une logique commune sur des métiers qui sont à la base très différents. Et ça, c'est une vraie réussite. Je vois Frédéric qui est content de cette démarche-là. Et c'est vrai que je pense que c'est encore là l'une des conséquences positives en fait, de ces démarches-là. Oui, tout à fait. C'est tout à fait positif. Ça crée du lien, ça crée du sens. Ça soude les équipes. Alors, donc, tu nous as parlé du COPIL. Le COPIL vient dans un séminaire de réunion générale, c'est ça Voilà, qu'on a pu voir tout à l'heure. Le COPIL était préparatoire à un séminaire. Donc, là, vous avez pris des photos. Je voyais là tout à l'heure, vous preniez des photos qu'on préparait. Vous racontez l'histoire en fait, du CFA. C'est vrai que d'ailleurs, je salue Julie qui est présente ici. Merci pour votre accueil, Julie. Tu as tout à fait raison, Christophe, c'est une vraie histoire. C'est une histoire de vous racontez l'histoire. C'est un moment privilégié et il fallait essayer de le vivre comme ça, en tout cas, le plus possible. D'accord, ok. Bon, donc ce séminaire du 6 mars. Voilà, quelques photos. Mais 6 mars, c'est mars 2020, ça me dit quelque chose. Alors, en fait, il y a eu ce séminaire-là, et puis juste après le séminaire, il s'est passé... quelque chose de Covid, quelque chose d'incroyable, une rupture dans l'espace-temps, ce qui fait que on a eu quand même le temps de faire ce séminaire. Ok, c'est bien. Ça aurait été plus compliqué. Écoute, merci beaucoup Christian de cette. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou pas sur ce point-là, parce qu'on va faire venir tes collègues. Je serai disponible pour les questions à la fin. Ok, parfait. Bon, écoutez, troisième sondage que je viens de lancer. Le troisième sondage, c'est en fait, est-ce que vous avez, puisque vous avez entendu en fait la notion de pré-audit, avez-vous envisagé dans votre démarche Calliope, alors là, je m'adresse évidemment aux gens qui ont une démarche, aux 95% des gens qui ont une démarche Calliope, est-ce que vous avez envisagé en fait de vous mettre en place un audit blanc? Donc voilà, et ça nous a permis d'accueillir Stéphane et Mourad qui sont présents en fait sur le plateau et ils vont pouvoir donc nous... Alors je vais, excusez-moi parce que là il y a une petite manipulation à faire. Voilà, on voit Mourad. Donc la démarche en fait c'est vous qui avez animé le séminaire. Comment ça s'est passé en fait? Dites-nous la façon dont ça s'est déroulé. Alors, Bonjour et bienvenue. Et meilleurs vœux aussi, comme le rappelaient les prédécesseurs. Il y a eu une co-animation pour le séminaire, à savoir les différents membres du COPIL qui étaient là. Parce que, comme le disait Christian, l'objectif, c'était de faire adhérer tout le monde à cette démarche. Donc, ça allait du personnel d'entretien jusqu'au formateur, la direction, tout le monde, les administratifs, tout le monde était concerné. Ça a été une journée importante pour pouvoir découvrir ce qu'étaient les critères, ce qu'étaient les indicateurs, et surtout de comprendre la démarche que l'on devait adopter par rapport à la certification Calliope. Donc ça, c'était important que tout le monde comprenne ce qui nous attendait, ce qui était demandé, les différents éléments de preuve. Comme le disait Frédéric tout à l'heure, il y avait des choses que l'on avait. On était surtout dans une culture de l'oral et il fallait qu'on passe à une culture de l'écrit, ce qui amenait à, non pas bouleverser, mais à changer un certain nombre d'habitudes que nous avions, notamment au niveau du travail en équipe. D'accord. Donc, il fallait vraiment insister sur le fait de travailler davantage encore en équipe par rapport à ce qui était attendu. Ouais, c'est un point clé, c'est en fait le travail ensemble. C'est ça. De façon à ce que la fluidité en fait entre l'ensemble des services et que les éléments puissent en fait se transférer. Et puis au-delà de ça, en fait, que chacun s'approprie cette démarche-là et le travail que vous avez dû faire, c'est ça. Effectivement, c'est. Donc oui, il y avait tout. Il y avait à la fois de la pédago, du management. C'était un ensemble de choses sur lesquelles nous avons travaillé le 6 mars et ensuite avec l'interruption du Covid, puisque on avait prévu de travailler. Alors oui. Voilà. À l'issue. Vous aviez prévu. Alors dites-moi parce que on avait prévu de travailler par petits groupes
D'accord. En présentiel, j'imagine. Tout à fait. Les 6 groupes, sur les 7 groupes, sur les critères, devaient se réunir très régulièrement jusqu'au mois de juin, avec une restitution pour le mois de juillet, de manière à pouvoir être prêt pour le pré-audit du mois d'octobre. Patatras, Covid. Et là, il a fallu se réorganiser. Alors, quand je dis patatras, c'est sur le coup, oui, patatras. Bah oui, parce que mais a posteriori, on se rend compte que ça a été quelque chose de bénéfique, comme le rappelait Frédéric tout à l'heure, puisque ça nous a permis d'accélérer notamment sur les ressources en ligne. Voilà, un certain nombre d'indicateurs, ça parle aux personnes qui écoutent. Bah oui. Ressources en ligne. Donc là, il y a eu obligation, puisqu'il y avait un maintien de l'activité pédagogique et notamment de suivi auprès des apprentis qui était nécessaire. Ok. Donc, oui. Alors, excuse-moi, Stéphane, j'ai oublié de te présenter, de te demander ta fonction au sein du CFA. Alors, moi, je suis directeur adjoint en charge de l'apprentissage, de la pédagogie et des finances. Voilà. D'accord. Ah oui, les finances. Les finances, le nerf de la chose importante. Ok. Tout à fait. Très bien, ça me laisse l'opportunité de présenter Mourad. Donc, Mourad Trichard. Voilà, donc je suis responsable du pôle électrotech et référent TIC au CFA. D'accord, TIC, les techniques, techniques de l'information, et de la communication. Voilà. Ok, très bien. Donc formateur et responsable pédagogique. Un peu de formation ou pas? Enfin, oui, intervention aussi. Je suis formateur pour des bacs pro MELEC et des BTS fluide d'énergie et domotique. Ah ok. Voilà. Ok, très bien. Donc, effectivement, il y a eu cette période du Covid qui est arrivée brutalement. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle vous êtes là, j'ai l'impression. Parce que ce que j'ai compris, vous avez joué un rôle fondamental dans cette démarche. Fondamental. Alors qu'au départ, vous n'étiez pas pressenti, proprement dit, vous étiez peut-être. Vous faisiez partie du COPIL, hein? Oui, j'ai fait partie du COPIL. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là avec Il s'est passé qu'on ne s'y attendait pas au confinement. Nous aussi. Hein. Donc, c'est arrivé effectivement brutalement. Ouais. On a initié deux demi-journées de formation juste avant le confinement avec les collègues sur la plateforme Moodle. Donc suite à ça, les 3 semaines de confinement, donc on a été très sollicité avec mon collègue Stéphane Le Sévillon qui est juste à côté. Ouais, qu'on salue aussi, Stéphane. Qu'on salue, qui est responsable informatique au CFA. Toute la partie technique, c'est lui qui s'est occupé de ça. On a été très sollicité par le collègue pour mettre des ressources en ligne sur la plateforme Moodle, faire des paramétrages. Des cours. Et les semaines suivantes, on a profité du fait qu'il y a eu un élan de la part des différents collègues pour aller un peu plus loin, donc rajouter des activités de type QCM, mettre en place des devoirs en ligne, des suivis d'achèvement. Donc tout ça, en fait, ça a permis de relancer et d'enrichir en fait la plateforme Moodle. D'accord. Par la suite, donc on a eu de plus en plus de dépôts de cours et d'activités. Ça nous a permis de réajuster par rapport. On va pouvoir voir un petit slide. Voilà. Justement, le slide. Le fait qu'il y ait beaucoup de cours en ligne, en fait, ça nous a amené à améliorer la qualité des cours et le suivi de la part des jeunes. D'accord. Okay. Alors, on peut peut-être décrire ce slide-là qu'on voit ici. Voilà, exactement. Donc là, on voit à gauche les différents cours. Ici, sur la partie… Tout à fait. Avec c'est pas que des dépôts de cours simples, hein. Il y a des activités, des QCM, des vidéos pédagogiques, etc. D'accord. Ça, c'est ce que les jeunes ont… les jeunes, les apprenants ont à chaque fois qu'ils se connectent sur la plateforme. D'accord, ok, très bien. L'augmentation des cours nous a obligés à rajouter une règle de nommage, en fait, et de façon à ce qu'ils soient bien organisés au niveau de la plateforme, et pour qu'il y ait un véritable suivi des jeunes. Donc, on a instauré une liaison entre les cahiers de texte en ligne et les cours. D'accord. De façon à ce qu'ils aient une meilleure visibilité au niveau de la plateforme. D'accord. Donc, un suivi, un pilotage, en fait, à travers vos outils. On ne s'est pas arrêté aussi à la traçabilité, parce qu'il y avait une traçabilité vis-à-vis des OPCO. Ça nous a permis aussi d'avoir un retour par rapport à ceux qui ont été en situation de décrochage. D'accord. De les relancer systématiquement pour qu'ils reviennent sur la plateforme. Oui, parce qu'il y a un enjeu quand même considérable dans l'apprentissage, c'est le décrochage.
C'est ça. Enfin, je pense. On a eu quelques cas de décrochage. Ouais. On a traité en les faisant revenir au CFA dès qu'on a pu. D'accord. Et notamment, je crois que le centre de documentation pédagogique est un lieu très important sur ce point-là. Tout à fait. Dans votre organisation, d'après ce que j'ai compris. C'est un lieu de vie où, en fait, ils sont un petit peu décalés, je dirais, par rapport aux cours qu'ils peuvent suivre. Et en fait, c'est un moyen aussi de remettre un peu des gens. Assez proche des apprentis au niveau du suivi. Voilà. D'accord, ok. Bon, ben, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres choses sur ce volet-là? Oui, on s'était rendu compte qu'on avait comme dans bon nombre de centres de formation, des pratiques disparates qui n'étaient pas uniformes. Au moins, ça a permis d'uniformiser un certain nombre de choses, dont on parle de progression pédagogique, mais on a mis en place des tableaux de stratégie de formation alternés. Bon, c'est un peu technique, mais ça parle aux personnes qui écoutent, ainsi que des outils pour un positionnement en lien avec un référent handicap. Enfin, voilà. Il y avait un certain nombre de points sur lesquels on a eu 6 mois, 8 mois pour améliorer les choses et faire en sorte qu'on puisse passer l'étape du pré-audit d'abord et ensuite de la qualification proprement dite. Très bien, très bien. Je pense que, Et après, Mourad, peut-être un complément sur ce point, ou tout du moins un enseignement, parce que en fait, c'est intéressant d'avoir le retour d'un formateur et d'un responsable pédagogique. C'est intéressant de travailler en équipe sur les plans stratégiques de formation. On a continué, même s'il y a eu le Covid, donc on a à distance, donc on a continué à échanger avec les collègues, à améliorer en fait l'outil. Puis une vraie montée en puissance, en compétences aussi. Donc, passer en fait d'une progression qui existait déjà à des modules beaucoup plus cohérents avec des compétences visées, les objectifs à atteindre à chaque fois pour les apprenants. Donc, c'était vraiment très instructif à ce niveau-là. D'accord. Et il n'y aurait pas eu cet événement-là, vous auriez pensé arriver aussi rapidement que ça en termes de digitalisation, très objectivement, non. L'acquisition de compétences? Honnêtement, ça a été un accélérateur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Covid a été une catastrophe, mais il y a eu des effets positifs, et notamment celui-ci. Parce que ça a levé certaines réticences de la part de certains collègues et ça a amené tout le monde à travailler dans le même sens. On est allé au-delà des représentations et être confronté à la réalité. Là aussi, dans une situation telle que celle-ci, on s'est rendu compte aussi du grand professionnalisme des formateurs du CFA, qui, pour certains, étaient plutôt réfractaires à mettre leur cours en ligne. On est surpris quelquefois des comportements dans ces situations. C'est ce qui est plaisant, c'est qu'on se rend compte que le professionnalisme est là. Et on dépasse les égos, on dépasse les représentations pour aller de l'avant. Les gens, ils ont à cœur, dans nos métiers quand même, on a quand même énormément de gens qui ont à cœur de réussir et d'aller au bout des choses. Donc, on est souvent, moi ce que je dis souvent dans la formation, on y arrive parfois par hasard, mais on n'y reste jamais par hasard. Exactement. Et on sait pourquoi on y reste. Et il y a des choses qui sont très fortes. On travaille avec des humains et c'est ce qui fait le plaisir de ce… Moi, je prends beaucoup de plaisir à continuer à vous rencontrer et à être avec vous. Écoutez, merci beaucoup. Et à tout à l'heure peut-être pour des questions-réponses s'il y en a. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. On est là pour y répondre aussi. Écoutez, je partage maintenant le résultat du sondage et donc Frédéric va nous rejoindre. Alors en fait, envisagez-vous d'effectuer un pré-audit blanc avant votre audit initial? Il y a 52% des gens qui disent oui. Il y en a 13% qui disent oui à distance, 52% en présentiel, oui à distance. Donc ça fait en fait 65% des gens qui considèrent que le pré-audit est un élément important. D'autres qui disent non, 12%, et puis d'autres qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore décidé. Alors pour à la fois les gens qui pensent le faire et les gens qui ne sont pas encore décidés, on va redonner la parole à Frédéric, qui lui va nous expliquer le pourquoi et l'intérêt en fait de cet audit blanc. Alors Frédéric, c'est à toi. Oui, on en a un peu parlé tout à l'heure. On s'est lancé parce qu'on était un peu confiant sur notre capacité peut-être à y arriver. Et puis finalement, on s'est fait accrocher sur 4 critères
de non-conformité majeure. J'aime bien le terme accroché. Hein. Oui. Alors, ça agace. Hein. Et puis, 4 indicateurs. 4 indicateurs. 4 indicateurs. Pardon. Et ça agace, mais c'est avec l'auditeur, parce qu'on était en plus sur un domaine sur lequel on avait l'impression de ne pas être trop mauvais. C'était sur la communication. Donc, c'était les informations sur nos fiches métiers, sur le site. Et on s'est rendu compte à quel point chaque mot du référentiel qualité est important à prendre en compte. Par exemple, je ne sais pas, on avait mis nos taux de réussite. Mettre que c'est 88% de réussite, ce n'est pas suffisant. Et il faut dire sur quelle cohorte, de quelle année à quelle année, de quelle date à quelle date. Donc, il faut que ce soit plus précis. Et nous, on disait, oui, mais on ne peut pas tout mettre sur nos fiches métiers. Il ne faut pas faire des fiches métiers qui font 4 ou 5 pages. Donc, on a trouvé les solutions. C'est-à-dire, on met toutes les infos sur notre site Internet et puis sur nos fiches métiers, on les laisse plus… Voilà, sur les méthodes… Il faut qu'il y ait de la cohérence dans tout. Sur les méthodes mobilisées pour chaque formation, est-ce qu'on a recours à un laboratoire, à un plateau technique, comment vont être faites les évaluations. Enfin, c'est extrêmement précis. Et vous avez découvert en fait cette exigence-là au moment de l'audit plan? Oui, on se disait que les informations qu'on donnait étaient suffisamment bonnes. On aurait pu se faire avoir aussi, par exemple, sur ce qui était référent mobilité, référent handicap. Heureusement, ça, on l'avait traité. Mais par exemple, on s'est rendu compte à quel point c'était des éléments extrêmement indispensables à avoir, accueillir, former les personnes en situation de handicap. On le fait depuis 48 ans. Mais il faut qu'on ait une personne réellement nommée par le conseil de perfectionnement, etc., avec sa fiche de poste, heureusement, on l'avait au fait bout ça. De la démarche. Voilà, on l'avait fait. Et on voit à quel point, d'ailleurs, c'était pertinent. Donc on a vraiment formalisé le poste en 2020 et on voit depuis cette rentrée un travail vraiment efficace qui est fait au niveau des équipes pédagogiques pour l'accueil, pour l'accompagnement des personnes, etc. Donc c'est utile, mais il ne faut pas se faire piéger. Alors je te rassure tout de suite, à chaque fois qu'on fait un audit blanc, pratiquement dans 90% des cas, les gens sont surpris en fait de voir qu'il y a des points sur lesquels ils pensaient qu'ils étaient bons, ils ne sont pas bons. En fait, rétroactivement, alors, le billet de 1000, c'est peut-être un petit peu moins, mais enfin bon, globalement, cet investissement, il est utile ou pas? Oui, sinon je pense qu'on ne serait pas forcément certifié, même si on a un délai, je ne sais plus, c'est 2 mois. C'est 2 mois, pour répondre. Mais bon, on n'est pas dans la même… De toute façon, vous auriez eu des non-conformités. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, après, avec le pré-audit… Majeur. Oui, mais je suppose qu'avec le pré-audit, on doit pouvoir… c'est ça. Oui, majeur. Si on n'est pas prêt, si on fait le pré-audit et qu'on a fixé la date de l'audit 2 mois après, mais qu'on sent qu'on ne va pas être prêt, je suppose qu'on doit pouvoir reporter la date de l'audit. Oui, donc c'est plus il ne faut pas le faire de manière… facile, il faut que ce soit justifié parce que c'est vrai que nos organisations derrière… mais effectivement, justement, l'avantage et l'intérêt de ces webinaires, c'est que avec les témoignages, vous avez des retours d'expérience de gens qui ont, eux, eu une impression au départ et puis derrière ont pu constater. Toi, tu aurais tendance à proposer aux gens, enfin à conseiller aux gens quel délai, parce que nous, on ne donne pas de conseils par rapport à ça. En général, je pense que quand on lance le pré-audit, on ne le fait pas pour voir, on le fait en se disant qu'on a déjà travaillé quand même sérieusement le dossier. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais moi, 2 mois, ça me paraît pas mal. Le temps complet à peu près de préparation. Alors, le temps complet de préparation, c'est intéressant. Enfin, entre le démarrage vraiment, on se dit, on se met dans la démarche. Hors Covid, 6 mois, je dirais. D'accord. Il faut bien 6 mois pour mettre tout à plat. Ouais. Avec le Covid, il faut rallonger à 9 mois à peu près. D'accord, ok. Donc ça veut dire que les gens aujourd'hui… Enfin, quand le Covid nous tombe dessus, bien sûr. Oui, j'entends bien. On l'a et ça veut dire que les gens qui ne sont pas encore impliqués dans une démarche Calliope, s'ils veulent être certifiés, c'est une obligation par rapport au financement, notamment, encore plus dans le domaine de l'apprentissage, mais les gens qui travaillent avec les OPCO,
donc tout ce qui est financement mutualisé, l'État, Pôle emploi, tout dépend du nombre d'actions de formation. le CPF, etc. Si on fait apprentissage et formation continue, c'est plus lourd. Ouais. Oui, mais excuse-moi, mais vous avez aussi des moyens en termes de structure, d'organisation qui sont importants. Ce qui n'est pas obligatoirement le cas de certaines entreprises de formation qui sont peut-être un peu plus petites. Mais on doit être irréprochable sur 18 formations différentes. Ça veut dire que ça fait plus de personnes qui travaillent, ça veut dire que tu ne peux pas te permettre d'avoir un maillon c'est hyper complexe qui ne fait pas le job, quoi. Donc c'est 18 formations et c'est interprofessionnel. Donc, c'est des pratiques dans le tertiaire, dans le technique. Le jeu consiste à trouver le bon curseur. La période Covid, au lieu de faire des ateliers sur des 10 journées au long de l'année, on a quand même banalisé 3 journées complètes pour travailler ce que Stéphane donnait tout à l'heure en indication, les TSFA, etc. Donc, il faut soit on a le temps de le faire progressivement, ou sinon il faut vraiment banaliser les temps parce que sinon on n'y arrive pas. Et dernier conseil, sur la partie, le délai entre l'audit blanc et le temps de l'audit définitif. 2 mois. Tout dépend du nombre de non-conformités, je dirais, mais sur 4 non-conformités majeures, 2 mois. D'accord, c'est ce que vous... Et tout dépend de la non-conformité aussi. Des fois, c'est simple à construire l'outil, d'autres fois, ça prend plus de temps. Il faut quand même prendre un peu son temps. 2 mois, c'est bien. Mais si sur les formations, on n'est que sur la culture orale et tu n'as aucune organisation de gestion des documents, d'enregistrement des documents sur ton... les 2 mois, ça risque d'être difficile quand si on est pédagogique. Bien sûr. Donc, mais 2 mois, je pense que c'est bon. Ouais, en fait, le gros enjeu d'une démarche Calliope, c'est de passer de la culture de l'oralité en fait, à l'écrit. C'est entre autres ce point-là. Et d'harmoniser. Et d'harmonisation, bien sûr. Et c'est quand on passe à l'écrit qu'on se rend compte qu'on harmonise aussi. Enfin, qu'il y a une harmonisation qui n'est pas obligatoirement... Et aujourd'hui, notre obligation, c'est de réussir à automatiser tous ces éléments de preuve qu'on a su effectivement retrouver, caler, mais les automatiser dans notre fonctionnement quotidien, de manière à ne pas avoir à se remettre une grosse pression dans quelques années quand il faut. C'est vraiment ce processus, une fois qu'il est engagé, il faut s'y conformer tout le temps, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. Tout à fait, ok, très bien. Simplement une toute petite diapo que je vous ai partagée sur l'audit blanc. On reprend en fait un certain nombre de choses. Et c'est souvent, je pense, dans une démarche, si on veut vraiment réussir cette certification Calliope, c'est quand même un élément important. Sachez que l'auditeur qui vient, en fait, on salue... je crois que c'est Yves Criton qui est venu chez vous. Pour le préaudit. Et puis derrière, ça a été Joël Nicolas qui est venu auditeur. Donc, ce n'est jamais le même auditeur. Donc, il y a une démarche différente. C'est pas parce on l'a retrouvé, Yves. C'est pas parce que vous ne retrouvez pas vos pré-auditeurs. On a envie de temps en temps de se... Mais s'il y en a eu un autre, ça s'était bien passé avec le premier. Yves, il est adorable en plus. C'est quelqu'un qui est aussi, lui, un ancien... D'ailleurs, ces 2 auditeurs-là, je fais simplement un petit détour, c'est que ce sont 2 dirigeants ou qui ont été dirigeants d'entreprises de formation. Donc, on est vraiment dedans. Donc, on parle le même langage et on est dans le cœur de métier. Et on les salue. Et on les salue tous les 2. Donc, en fait, obligatoirement différents et avec un décalage. Et évidemment, celui qui est le plus important, c'est au final, en fait, de bien avoir pris en compte les enseignements du premier audit blanc, par rapport à cette démarche-là. On vous partage simplement quelques non-conformités. Je crois que vous en avez eu 4. Là, j'en vois 3, mais non-conformité majeure au niveau de l'audit blanc. Vous avez eu combien de non-conformités au niveau de l'audit définitif initial? Aucune. Tout était... super. Initial ou final? Au final. Initial dans la démarche Calliope, initial officiel. Après, vous avez en fait un audit de suivi et après un audit de renouvellement. Donc, dans la démarche obligatoire, pour obtenir la certification, c'est l'audit initial. Ok, bon, écoutez, merci de cette transparence aussi, parce que c'est important.
Eh bien, là, on passe à cette phase audit initial, qui est en fait l'audit officiel. Hein. Alors, comment ça s'est passé, Frédéric? En termes d'organisation, en tout cas, nous, on avait sanctuarisé nos agendas de manière à être complètement disponible au niveau de l'équipe de direction pour l'audit initial, enfin, pour le pré-audit. Et pour l'audit initial, la semaine précédente, on a le déroulé de l'audit. Et donc, on avait organisé les agendas des différents référents pour qu'ils puissent être disponibles aux besoins pour répondre ou pour apporter des éléments de preuve. Le fait d'avoir beaucoup numérisé nos documents, ça fait qu'on n'a finalement pas été amené à devoir appeler en renfort un référent, un responsable de pôle dans une formation, parce qu'on avait tous les documents à donner, quoi. D'accord. Ok. La disponibilité des équipes, là, je crois qu'elle était pratiquement totale. Enfin, comment ça s'est passé? Parce que 3 jours, c'est énorme. Là, c'était la disponibilité. On s'était mis l'équipe de direction, hein, les personnes que vous avez vues. Étienne qui s'occupe de tout ce qui est, Étienne Chenuet qui s'occupe aussi de toute la partie administrative, technique sur les ateliers qui étaient aussi avec nous. Voilà, on était disponible, le secrétariat était disponible, Mourad disponible aussi pour venir évoquer le travail sur les TIC. Tout le monde était prêt à intervenir, quoi. Bon, très bien. C'est l'organisation. Ouais, alors, une petite précision, comment dirais-je, le planning de l'audit, il est envoyé avant. Oui. Hein. Ça vous a été utile? C'est super important. Savoir à quel moment tu parles de. Enfin, c'est la décomposition des critères. À quel moment de l'audit Alors, ce qui est surprenant, c'est quand on voit le déroulé, on se dit ça ne va jamais tenir sur 3 jours. Finalement, ça se fait très bien. Oui, d'accord. Parce que, comme tu l'as dit juste avant, on avait préparé avec des liens utiles pour aller chercher les documents tout de suite, quoi. Voilà. On avait gagné du temps. On a gagné du temps là-dessus. Oui, ce qu'on avait fait, sur un fichier Excel, on a mis tous les indicateurs, tous les critères, et à chaque fois, on a un lien sur une fiche process qui dit tel indicateur, comment on le met à jour, par qui, à quel moment il a été mis à jour la dernière fois. Et puis un lien aussi vers le dossier sur lequel on va trouver les éléments de preuve qui sont. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Donc c'est facile. On a ce document Excel et on peut donc mettre à jour et le process et les documents, les éléments de preuve. D'accord. Ah, c'est une bonne idée, ça. Superbe idée de notre informaticien. Bravo Stéphane. J'imagine que c'est Stéphane. Voilà, un autre Stéphane. Hein. Ok, très bien. Un autre point aussi que je voudrais partager, enfin que tu nous partages, Frédéric, c'est vis-à-vis de tes apprentis. Est-ce que pour eux, Calliope, ça a servi à quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont changé pour eux suite à la démarche? Alors, je ne sais pas si c'est lié à Calliope ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'on s'efforce toujours de s'adapter. Par exemple, tout à l'heure, quand on décrit le Covid, c'est une adaptation. Heureusement, on l'avait quand même anticipé. On n'a pas réussi à se mettre en place en une journée. Enfin, tous les formateurs ont des ordinateurs portables, on a un espace numérique de travail, on sait faire la FOAD. N'empêche que on l'a mis en place et maintenant on essaye de voir comment on peut le rendre aussi, cette expérience, comment la rendre. La démarche Calliope, c'est une démarche qualité. C'est l'amélioration continue de nos process. D'une façon ou d'une autre, ils en bénéficient. Te donner un exemple concret comme ça. Sur les TSFA, les équipes nous ont dit aussi c'était bien qu'on travaille ensemble, qu'on se mette d'accord sur les déroulés de formation des jeunes. Donc, par rapport à ces éléments-là, mais si on leur demande, je pense qu'ils ne sont pas forcément conscients de ce qu'il fallait. Par contre, dans notre communication,
Par exemple, sur nos réseaux sociaux, on a être certifié Calliope. Ça veut dire, on met en langage très simple, ça veut dire qu'on vous dit clairement ce qu'on va faire avec vous. Être certifié Calliope, ça veut dire que les formateurs sont formés, enfin, sont préparés. On met des exemples simples pour les prochains, pour qu'ils puissent s'engager et nous faire confiance en venant se former chez nous. Ok, très bien. Le dernier point aussi, qu'aujourd'hui, avec cette expérience-là, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais comme démarche, ou est-ce que tu resterais exactement comme tu as fait là? Est-ce qu'il y a un point ou 2 points ou plusieurs points que tu voudrais changer? Non, parce que on a réussi, c'est passé, ça n'a pas mis l'établissement à feu et à sac, ça a mis de l'attention, clairement, parce qu'on est allé vraiment, tout le monde y a mis du travail, du cœur et de l'énergie. Donc, mais on arrive encore à se dire bonjour quand on se croise dans les couloirs. C'est bien. C'est que ça va à peu près. Mais non, il fallait le faire. Et aujourd'hui, on a une fierté de l'avoir fait. Et je pense que cette fierté, elle est partagée. Pour une fois, on peut se dire, c'est vraiment le travail de tous, quoi. Dans l'établissement, souvent, on a du mal à associer l'ensemble des personnels. Calliope, les personnes qui viennent nettoyer les locaux tous les matins, elle fait partie de cette réussite. C'est comme dans un club de sport. C'est la même, professionnel. Pour que ça réussisse, il faut que la personne qui va nettoyer le parquet, quand c'est un club de basket, parce que je connais bien, en fait, soit déjà dans la démarche, s'approprie en fait l'objectif du club. Il n'y a que comme ça qu'on arrive en fait à faire en sorte que tout soit aligné et les choses. Voilà. On va passer à quelques petites questions-réponses, sachant qu'on dépasse un petit peu, mais je préfère quand même traiter quelques questions. Parlez-nous des aménagements mis en place pour les PSH, pour les personnes en situation de handicap. Vous avez mis quelque chose de spécifique ou vous avez simplement mis en place une procédure? Alors, on a nommé un référent. Il est identifiable également on a mis une adresse mail générique qui est sur notre site. Ça veut dire qu'une personne, avant d'entrer chez nous, peut aussi prendre contact, se renseigner. Le référent, il coordonne les actions des différentes équipes qui sont face à des jeunes comme ça. Il fait des réunions, il nous rencontre. Ça a vraiment permis Et la personne en situation de handicap, a-t-elle suivi une formation? C'est une question aussi. A-t-elle suivi une formation? Spécifique. Oui, elle suit régulièrement. On a des séminaires de formation. La personne référente, oui, bien sûr. Les liens AGFIP, etc., on l'inscrit. Pratiquement à tout. Je pense qu'il y a 10 ou 15 formations depuis qu'elle y est. Une autre question, avez-vous des intervenants extérieurs? Si oui, comment les avez-vous pris en compte, en particulier ceux qui sont des salariés d'entreprise ou auto-entrepreneurs? Ça, c'est quelque chose, on va rentrer dans un détail. Et puis en 2 mots, oui, ça fait partie effectivement des questions qui sont demandées. Ça veut dire que si vous avez des intervenants extérieurs, il faut que vous puissiez prouver qu'ils sont formés, qu'ils ont compétences pour le faire. Nous, heureusement, sur les partenariats qu'on avait, ils étaient eux-mêmes certifiés Calliope. Mais la question est posée. Donc, clairement, attention aux personnes que vous avez qui viennent même donner quelques heures. D'accord. Ok. Certaines personnes voulaient que vous décriviez toutes les non-conformités majeures. On n'a pas le temps, mais dans le support qu'on a partagé tout à l'heure, il y avait effectivement ces éléments-là. Vous reverrez en fait sur le replay, en fait, il y aura ça. Donc voilà, quelles sont les modalités mises en place pour capter la satisfaction des parties prenantes? On a acquis un module satisfaction pour Ipareo, et donc questionnaire Ipareo, donc chaque automatisé. Voilà. D'accord. Okay. Ça nous permet de rassurer. Avez-vous une pratique généralisée pour un espace de partage de documents? Je pense que vous en avez parlé tout à l'heure, puisque le document, alors, partagé peut-être pas par tout le monde, mais en fonction des… Oui, on a des registres. Il y a des registres qui sont plutôt administratifs, d'autres plutôt pédagogiques. Voilà. Un registre partage qui permet de mettre tous les documents pour tous.
c'est ça qui est compliqué. Hein. On a un travail, je disais tout à l'heure, nous, l'année 2021, ce qui est prévu, c'est maintenant d'automatiser toute cette organisation de manière à ce que chacun puisse aller chercher le document qu'il faut en lecture ou en écriture si c'est un document qui doit gérer en écriture. Puis la dernière question, êtes-vous équipé d'un module qualité IMAG? Je ne connais pas ce terme-là. Oui, c'est ça. C'est Ipareo. Ipareo, d'accord, ok. D'accord, ok, parfait. Oui, ben on a investi sur le module, par rapport à la loi, on a investi sur la formation continue, sur la facturation. On les connaît tous. Hein. On a rajouté des modules sur. Julie, Stéphane, tout le monde là, venez. Voilà, ben écoutez, on vous remercie parce que c'est l'heure et je sais que ça va sonner là tout à l'heure puisqu'on est dans un CFA. Donc, je voulais le faire juste avant et vraiment vous remercier. Alors, premièrement, de l'accueil, de votre participation. Julie, venez nous voir, Julie. Vous étiez en fait derrière, vous avez pris des photos, vous avez mis ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc un bon témoignage, je trouve que c'est intéressant. En plus, ce qui est plus sympa, c'est aussi de venir chez vous. Voilà. Donc, et c'était chouette de nous aider en fait à faire cette belle expérience de témoignage, retour d'expérience. Ravi. Écoutez, merci beaucoup. Tous mes voeux pour ce CFA que j'apprécie. Moi, je suis orléanais aussi, donc c'est une des raisons pour lesquelles on a peut-être pu faire plus en proximité par rapport à ça. Merci Frédéric pour ton accueil. Merci Christophe. Et puis à très bientôt. Au plaisir de vous revoir sur d'autres webinaires. Et puis évidemment, bonne chance pour votre démarche Calliope et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci Christophe. Au revoir.